Le thème de la semaine sur Touchdown Actu et dans le fauteuil, on va parler des rookies de la saison NFL 2025. Une cuvée de rookies toujours très importante et des joueurs qui forcément vont être scrutés lors de leur première saison. Et après 14 semaines, donc là on est début décembre 2025, on se dit que c'est le moment de faire un premier bilan donc de cette cuvée de rookies NFL 2025. Et juste pour rappeler hein, que ce thème également, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube TD Actu. Et aussi rappeler que vous pouvez laisser un pouce levé et un commentaire et que ce thème est sponsorisé par notre partenaire de par en ligne Unibet qui permet de pronostiquer sur les matchs NFL, faire des combinaisons simples ou difficiles, les marqueurs de touchdown, les statistiques. Bref, vous pouvez tout parier sur unibet.fr et sachez aussi que Unibet, c'est un jeu. Donc, si vous sentez que vous perdez le contrôle, n'hésitez pas à vous faire aider. Il y a des numéros disponibles sur le site unibet.fr. Donc, Kevin, cette cuvée de rookie NFL 2025, qu'est-ce que tu en penses par rapport aux années précédentes et notamment celle de l'an dernier qui était très productive, notamment en futur franchise player? Ouais, bah, on a une draft un petit peu contrastée. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont confirmé, hein. Je pense à du Egbuka, du Tyler Warren, qui ont montré qu'ils méritaient leur place au premier tour. Et puis des joueurs qui ont été un petit peu plus en difficulté avec notamment le premier choix, Cam Ward ou Travis Hunter, qui ont vraiment eu du mal à confirmer leur place dans les toutes premières positions de la draft. Donc voilà, on a une draft un petit peu bizarre, j'ai envie de dire. Bizarre, je pense que c'est le terme pour qualifier déjà avant qu'il joue en NFL déjà cette draft, parce que il n'y a pas forcément un quarterback qui sortait du lot. Il n'y avait pas forcément un joueur qui nous convainc, on va dire, à 100%. Il y avait toujours des débats. Mais oui, justement, tu en parlais très bien, mais ce trio qui est sur le podium, Cam Ward, donc Travis Hunter et Abdul Carter, qu'on voit ici à l'image sur la chaîne TD Actu Twitch et YouTube. Cam Ward à gauche, Travis Hunter au centre et Abdul Carter à droite. Sélectionné donc dans les trois premiers choix. Tu l'as dit et tu l'as un peu cité, Cam Ward et Travis Hunter, peut-être pas vraiment Abdul Carter, mais pour toi, Kevin, qui est le plus décevant des trois aujourd'hui? Bah, on peut malheureusement, un joueur qui est premier choix, on l'attend plus que les autres, même s'il y a des fois qu'une place de différence Mhm. avec le deuxième et deux places avec le troisième. Mais voilà, la plus grosse déception, numéro un, le quarterback, c'est forcément Cam. Ouais, Cam Ward qui a été très tensé, qui a subi beaucoup de sacs. Hein. D'ailleurs, c'est celui qui a subi le plus de sacs cette saison. Hein. Donc, bienvenue en NFL, comme on dit, du côté du quarterback numéro un de la draft. Tu dis qu'il est décevant. Est-ce que tout de même, tu as de l'espoir pour Cam Ward, même si, comme tu l'as dit, il est un peu loin du compte, on va dire, dans cette saison 2025. Est-ce que tu as de l'espoir pour lui? Oui et non, parce que il y a plusieurs défauts chez Cam Ward. Alors la première, si tu l'as dit, c'est la gestion de la pression. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors c'est vrai, voilà, sur les analyses qui ont été faites, on est déjà à 21 sacs évitables selon les analyses. Donc c'est trop. C'est un Ah ouais. joueur qui aurait dû mieux gérer la pression. On peut pas demander à tout le monde de la gérer comme l'a géré Patrick Mahomes, par exemple, mais il y a clairement une piste d'amélioration. Mais ça, c'est quelque chose qui se travaille. Par contre, il y a des gros problèmes de lecture chez Cam Ward, et ça, c'est plus inquiétant. On a vu par le passé que c'est des choses que les quarterbacks avaient du mal à améliorer dans le temps. Euh, donc, ça va être compliqué. Et puis, c'est quelqu'un qui doit aussi apprendre à mieux gérer le risque. Il avait un taux de passe dangereuse en NCAA de 7%. En NFL, il est monté à 16%. Il tente trop, il prend trop de risques. Ah ouais. Euh, Ok. donc voilà, oui, il y a des excuses parce que son O-line est catastrophique. Il a un système très très instable. Il a changé 3 fois de game plan en 5 semaines. Il a des receveurs super jeunes.
Donc oui, il y a des circonstances atténuantes, mais il y a des choses quand même inquiétantes aussi à son sujet. Oui, un peu mitigé. Donc, ton bilan sur Cam Ward. Cam Ward, tout de même, premier choix. C'est aussi ça qu'on attend de lui, c'est sortir cette franchise de la médiocrité. Justement, ma dernière question sur lui sera ça. Est-ce que tu penses que les Titans vont déjà tourner la page, Cam Ward, donc du côté de la franchise, parce qu'il y aura un nouveau coach, il y aura peut-être un nouveau front office. Est-ce que c'est déjà la fin, en fait, finalement, pour Cam Ward? Bah, c'est à souhaiter que non. Je pense qu'ils doivent orienter la recherche de coach sur. Je pense qu'une des premières questions qu'ils vont poser aux candidats, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire avec Cam Ward et comment vous pouvez le développer? Ils ont investi sur lui, c'est un premier choix de draft, il faut lui donner du temps. Et c'est quelqu'un qui a du talent, ça se voit, mais il faut le bon coach et surtout il faut le bon casting autour. En ce moment, il est complètement abandonné à lui-même, il n'est pas protégé, il a peu de cibles fiables et il a un coach qui sait pas trop où il va avec. Donc voilà, il y a rien pour l'aider en ce moment. Ouais, il a des excuses, mais lui non plus ne cède pas. Est-ce que les Titans vont lui tourner la page? Est-ce que les Titans vont continuer avec lui? Ils sont un peu à un carrefour, hein, les Titans. J'ai l'impression que ils doivent trouver l'entraîneur pour l'aider à le développer, mais est-ce que cet entraîneur va avoir la motivation pour le développer? C'est ça, en fait, que les Titans vont essayer de résoudre comme question. Elle n'est pas simple à résoudre comme question. Les deux choix suivants, là, Travis Hunter et Abdul Carter, Kevin. Travis Hunter, bon, il a fait que 8 matchs cette saison et Saints Power 60 il le dit bien. Va falloir que les Jags définissent son poste et soit cornerback, soit receveur. Sauf que là, Travis Hunter, Kevin, on parlait d'un joueur phénomène. C'est un pétard mouillé, j'ai l'impression là, le phénomène là, Travis Hunter. Est-ce que c'est aussi ton cas ou est-ce que bah, ce qu'il a montré, bah, c'est juste un échantillon pour la saison prochaine parce qu'il va revenir peut-être plus fort. Ouais, bah, bon, avec lui, on a un peu la sensation qu'à vouloir être bon partout, il est élite nulle part. C'est un peu l'inquiétude qu'il y avait avant sa draft et c'est ce qu'on retrouve en NFL. Euh, Côté cornerback, il affronte les meilleurs receveurs. Donc voilà, ça pardonne pas. Et il a montré un peu trop de lenteur. Il est souvent 0,3, 0,5 secondes en retard selon les analyses qui ont été faites. Donc c'est pas suffisant et ça s'explique. Il joue au receveur. Donc quand il arrive en tant que cornerback, il est fatigué et il est en retard. Et côté receveur, bah là aussi, trop d'hésitation. Il est trop lent, malgré sa vitesse, ses temps de réaction sont trop faibles. Donc, en fait, on a du mal à voir comment on peut demander à ce joueur d'être élite dans les deux. Je pense qu'il peut être soit très bon receveur, soit très bon cornerback, mais jouer les deux, ça fonctionnera pas et il faudra lui donner un seul poste. On a un peu la sensation que finalement les Jaguars ont voulu marketer un certain phénomène qui joue les deux, plutôt que d'avoir un vrai joueur élite qui les aide sur le long terme. Oui, et puis une connexion avec Trevor Lawrence, par exemple, qui n'est pas forcément optimale et qui n'a pas été optimale avec les cibles qu'il a eu Trevor Lawrence cette saison tout au long de la saison 2025. Donc, OK pour Travis Hunter. Et puis Abdul Carter, malheureusement, 1,5 sac, mais beaucoup de pression. C'est là où est un peu le point positif d'Abdul Carter. Mais pour un troisième choix de draft, Kevin, on en attend peut-être un petit peu plus, sachant que bah, la ligne défensive des Giants était censée être bah, le point fort de l'effectif avant la saison. Ouais, bah, c'est sûr qu'on en attendait beaucoup. Après, il arrive dans une D-line très très forte. On rit beaucoup des Giants, à juste titre, mais leur ligne défensive, elle est surpeuplée de joueurs de grand talent. Donc c'est pas facile pour un rookie, même Abdul Carter, d'exister. Il a des choses à améliorer. On voit que c'est quelqu'un qui est toujours en train d'essayer de briller. Quand il y a un gap qui s'ouvre, il fonce dedans. Alors ça peut être une bonne chose, mais sauf qu'il oublie souvent le gap pour lequel il était assigné. Ça ouvre des brèches et des brèches pour les running back adverses qui en profitent allègrement. Donc il a Mm. des choses vraiment encore à apprendre, mais voilà, il a des qualités incroyables. Son explosivité, elle est complètement élite. Il a un moteur énorme. Il a un instinct fabuleux sur les blitz. Donc voilà, on a un joueur élite, mais il va falloir lui laisser un peu de temps pour progresser et apprendre quelle est réellement sa mission sur le terrain. Donc si j'en crois tes analyses, celui qui fera peut-être la meilleure deuxième saison des trois,
ce serait plus Travis Hunter ou Abdul Carter. Tu pencherais pour qui? Pour Abdul Carter, sans le moindre doute, je pense qu'il va prendre confiance en son jeu et exploser l'an prochain. Exactement. Donc, on va voir si Abdul Carter répond aux attentes, très hautes attentes qui a été fixées lors de sa draft cette saison en 2025. Un joueur dont on n'a pas parlé qui est dans le top 10, premier running back sélectionné dans le top 10 hein, de la draft. On attendait peut-être une production un peu à la Bijan Robinson pour lui. Ce joueur, c'est Ashton Genty, Kevin, le running back des Las Vegas Raiders. Quelle impression il te laisse là, Ashton Genty, après 14 semaines de compétition? Bah, c'est très contrasté. C'est un joueur qui, en NCAA, brillait par ses capacités à casser les plaquages. C'est Mhm. beaucoup moins le cas cette saison. Alors, à sa défense, il est le running back qui subit le premier contact de la défense le plus tôt dans la ligue. Aucun running back qui se fait frapper aussi vite. Donc, oui, la ligne offensive est évidemment fautive sur sa saison un peu contrastée, mais évidemment, il montre pas le phénomène qu'il était censé être à la sortie de l'université. Ouais, 8 touchdowns en tout, hein, 8 touchdowns, donc 4 à la course, 4 à la réception, 635 yards à la course, entre guillemets, seulement. Mais par rapport, par exemple, à un Bijan Robinson, on va dire que si les Raiders l'entourent bien, il peut faire une deuxième saison bah, comme le running back des Falcons, hein, c'est-à-dire une saison à plus de 1000 yards, voire 1500 yards à la course, et être bah, ce running back qu'il faut pour bah, gagner les premières tentatives et inscrire les touchdowns. Est-ce que tu y crois au fond ton fils des Raiders pour mieux entourer Ashton Genty? Oui, bah, on le voit le potentiel. Je pense que en termes de yards, de touchdown, ça va être un joueur d'importance. Mais il y a une faiblesse majeure dans son jeu en ce moment, c'est la protection de son quarterback. Parce qu'un running back Mm. aujourd'hui ne doit pas juste courir, il doit aussi protéger son quarterback sur certains jeux spécifiques. Et aujourd'hui, on a un Ashton Genty qui n'est pas efficace du tout dans ce secteur. Donc évidemment, quand il y a une ligne offensive qui est déjà défaillante, si le running back apporte pas une plus-value à ce niveau-là, c'est très compliqué pour Geno Smith en l'occurrence. Et puis, il y a peut-être aussi, côté Raiders, une amélioration à donner sur son utilisation dans les airs, parce que c'est quelqu'un qui ne fait quasiment pas de réception, et il a la possibilité de le faire. Donc voilà, il y a des améliorations des deux côtés à apporter pour la saison 2. Oui, et puis peut-être un nouvel entraîneur offensif, parce que Chip Kelly n'est plus là. Donc déjà à voir aussi comment le nouveau coordinateur offensif de Pete Carroll, si Pete Carroll est encore là, devra développer Ashton Shanty donc comme running back numéro un et plus qu'un running back numéro un, peut-être un running back superstar du côté des Las Vegas Raiders. On a fait le tour un peu peut-être déjà de nos déceptions. On va parler un peu des récompenses là. Kevin, d'un coup, là, avec les joueurs qu'on a cités et toutes ces déceptions, il nous reste que très peu de joueurs, on va dire, pour les distinctions respectives de rookie offensif et de rookie défensif de l'année. On va commencer par la partie rookie offensif. J'ai quatre prétendants pour toi, Kevin. Tetaera McMillan, le receveur des Panthers. Tyler Warren, le tight end des Colts d'Indianapolis. Et Mekhi Egbuka, donc tu l'as dit, receveur des Tampa Bay Buccaneers. Et puis Jackson Dart, quarterback des New York Giants qu'on voit ici à l'image en photo sur les images présentées par Camille. Pour toi, qui est le rookie offensif de l'année? Je sais que c'est pas forcément le nom qui revient le plus en ce moment, mais mon vote, si je pouvais en donner un, irait plus vers Tyler Warren, le tight end des Colts. Alors pourquoi Tyler Warren et qu'est-ce qu'il a de plus par rapport aux trois autres, en tout cas sur cette première saison, qu'est-ce qui t'a convaincu de lui donner en tout cas ce potentiel trophée? Bah, déjà, c'est quelqu'un qui était passé derrière Colton Loveland lors de sa Hmm, draft de manière un peu hmm, surprenante. c'est Et vrai. finalement, il a montré que c'était vraiment lui, le tight end numéro un de cette draft. Alors, il faut savoir que c'est un ancien quarterback, donc on sent cette Hmm. compréhension dans les espaces et dans la manière de faire ses courses. C'est quelqu'un qui comprend ce que doit faire son quarterback pour le trouver. Et il exploite superbement les mismatchs constants qui s'offrent contre les linebackers. Il est excellent au corps à corps, très puissant. Et puis, bah, il a cette capacité-là au bloc aussi, qu'on oublie parfois chez certains tight ends.
Lui, il l'a. Et voilà, 516 yards, 6 touchdowns, même un peu plus, il me semble. En tout cas, c'était Oui, les oui, stats que j'avais, mais c'est 6 touchdowns, 4 à la réception et 2 à la course. Mhm. c'est Ouais, ça. c'est ça. Et puis quand même 80% de réussite dans la zone rouge. Donc c'est quelqu'un qui est très très impactant aussi euh, quand ça compte et quand il faut marquer des points. Exactement. Et Tyler Warren, j'avoue que moi je le suivais en NCAA, c'était déjà c'est déjà quelqu'un, on va dire, en NCAA, et je suis ravi qu'il confirme en NFL. Ça va être serré, je pense, ce vote pour le titre de rookie offensif de l'année, parce que chacun des quatre a ses arguments, et j'ai l'impression, Kevin, que chacun des quatre a eu sa période. Egbuka en début de saison, là Tyler Warren, on va dire très régulier, mais on va dire, ça saute pas au plafond non plus, en tout cas au niveau des chiffres. Tetara McMillan, c'est en ce moment, on va dire, il est en train vraiment de se faire un nom dans cette course-là. Et puis Jackson Dart, qui a été allé entre le début et cette partie de saison, c'est-à-dire vers allez, là, entre la semaine 5 et la semaine 8, lorsqu'il avait pris la place de quarterback titulaire. Contrairement à l'an dernier, là, Kevin, pour cette distinction de rookie offensif de l'année, là, contrairement à l'année dernière où là, Jaden Daniels avait littéralement écrasé toute la concurrence, là, il n'y a pas forcément quelqu'un qui se détache. Non, c'est ça, ça va être extrêmement serré. T'as parlé aussi de Ekbuka. C'est vrai qu'il a eu une première partie de saison exceptionnelle. C'est un petit peu moins bon en ce moment. Ça rebat aussi un peu les cartes parce que sinon, je pense que Ekbuka se serait détaché autant que l'avait pu le faire Jaden Daniels. Mais, Mhm, euh, mais oui, on a vraiment une course à 4 super excitante. Et il faut mhm, voir aussi quelle fin de saison va offrir Jackson Dart. Est-ce qu'il peut encore glaner une ou deux victoires pour les Giants? Ça pourrait l'aider mhm. également. Ouais, et puis, je pense que par exemple, là, tu vois, dans la course à la NFC Sud notamment, le duel Egbuka-Macmillan, si Macmillan est le facteur X pour permettre aux Panthers de se qualifier pour les playoffs, il y a peut-être de grandes chances que Tetaier Macmillan ait ce C'est titre vrai. de rookie offensif de l'année, et la connexion avec Bryce Young qui commence vraiment à être très très solide. Mais oui, tu l'as dit, quatre joueurs qui vont être des prétendants très sérieux donc à ce titre de rookie offensif de l'année. De l'autre côté, bah là, Kevin, il n'y a pas forcément beaucoup de monde, on va dire, dans ce trophée de rookie défensif de l'année. Justement, le joueur qu'on citait en début de thème, là, Abdul Carter, il aurait pu être un candidat pour le titre de rookie défensif de l'année, sauf que bah, il n'a pas les chiffres, malheureusement, Abdul Carter, pour plaider sa cause. Donc celui qui fait office de grand favori là, pour le titre de rookie défensif de l'année, il est chez les Browns, qui ont fait globalement une très bonne draft cette saison, Kevin, hein, les Cleveland Browns. Donc c'est le premier défenseur choisi, c'est-à-dire Carson Schweizer. Alors c'est pas le premier, pardon, c'est le deuxième, parce qu'il y a Mason Graham le premier, j'ai oublié. C'est Carson Schweizinger, le linebacker, qui a déjà plus de 100 plaquages, quasiment 99 pour être précis. Carson Schweizinger, c'est devenu vraiment le leader et l'âme de cette défense des Browns, Kevin. Ouais, alors bah, c'est sûr qu'il profite aussi il y a un monstre dans la personne de Miles Garrett qui fait beaucoup dans Ouais. cette défense. Lui aussi, ça lui ouvre un peu plus d'espace, mais malgré tout, il fait mieux que ce qu'on pouvait attendre de lui avec déjà pas mal de sacs. Et surtout, c'est quelqu'un qui a gardé l'explosivité qu'on pouvait voir en NCAA. Des fois, on sent que l'explosivité majeure en NCAA se heurte un peu à un niveau plus élevé en Mhm. NFL. C'est pas son cas. Lui arrive à maintenir cette capacité-là. Et puis en plus, il est très puissant, gros moteur aussi. Et puis il a cette capacité-là, ce côté clutch. Souvent en troisième tentative, bah, c'est lui qu'on voit surgir pour stopper les attaques adverses. Donc il a vraiment un bon package pour gagner ce trophée dans une année, tu l'as dit, qui n'a pas énormément de candidats. Bah justement, il n'y a pas énormément de candidats. Qui pourrait le concurrencer? Moi, j'ai du Jalen Walker, le pass rusher linebacker des Falcons d'Atlanta. T'aurais vu qui aussi, toi, comme prétendant à ce titre pour concurrencer Carson Schwarzenegger? Alors, AMS 750018 qui nous dit Nick Emanwori, le safety des Seahawks de Seattle. Est-ce que tu penses que c'est aussi un candidat potentiel au titre de rookie défensif de l'année? C'est vrai, c'est peut-être le seul nom que j'avais qui peut concurrencer Jalen Walker comme deuxième tête. Hmm, Mais c'est hmm. sûr qu'il y en a pas beaucoup d'autres.
des rookies qui ont vraiment performé côté défensif cette année. Ouais, et Saints 60 qui lui dit à juste titre, alors la rédac, en l'occurrence, moi j'étais évidemment pas très chaud lorsque Carson Schwarzenegger était sélectionné au deuxième tour par les Browns, et surtout il y avait Cyprien Delmas que vous pouvez retrouver avec Jean-Michel Boujard dans le podcast sur les jeunes joueurs roulés jeunesse. Il en a parlé un peu négativement, on va dire, du choix des Browns, notamment concernant Carson Schwarzenegger, mais en tout cas, le linebacker fait plus qu'être performant pour un deuxième tour. Et ça, c'est ce qu'on demande aussi à un joueur rookie, d'être performant quoi qu'il arrive dans toutes les situations, malgré le bilan négatif des Browns de Cleveland. Bah justement, les Browns de Cleveland, on va terminer là-dessus, Kevin, parce qu'on ne pouvait pas parler des rookies sans parler de notre star, de notre attraction concernant les rookies, et notamment du côté des Browns de Cleveland. Shader Sanders choisi au cinquième tour de la draft NFL. Le choix le plus populaire d'un troisième joueur jamais égalé, hein. Je pense que en termes de popularité, je pense que c'est un exploit d'avoir été sélectionné au cinquième tour et d'être autant populaire. T'en as pensé quoi des quelques matchs où Shader Sanders a joué en NFL? Bah déjà, c'est quelqu'un qui fait du bien à la NFL parce que ça a fait aussi rester pas mal de monde devant la draft pendant 3 jours parce qu'il a fait les 3 jours. Donc ça a fait un peu d'audience Ouais. en plus. Je pense que tout le monde voulait voir où allait tomber Shader Sanders. Mais écoute, Ouais. je trouve ça mieux que ce que beaucoup de Mhm. gens nous annonçaient. C'est pas Mhm. ridicule. Alors évidemment, il y a énormément de faiblesses. Il prend Mhm. trop de risques, il prend trop de sacs. Clairement, il fait confiance quasiment uniquement à sa première lecture. Et voilà, il y a des gros défauts qui vont probablement l'empêcher d'aller très très haut dans cette ligue, posant à l'évidence, mais c'est plutôt excitant. Moi, ça me rappelle un peu Jameis Winston. Il est sur le terrain, c'est fun, ça va lancer un peu à peu près tout, sur tout ce qui bouge. Et voilà, ça va faire des interceptions, ça va faire des choses pas terribles, mais ça va aussi faire des trucs super excitants. Ou n'importe comment. Voilà. Bon, c'est un peu la définition que tu m'as donnée, mais oui, effectivement. Donc, une victoire, une défaite, il est quand même rentré dans l'histoire de la franchise des Browns, Kevin, parce que c'est le premier quarterback des Browns pour son premier match titulaire qui a gagné un match. Donc, et ça n'était pas arrivé depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Raphaël Masmejer avait sorti la stat lors d'un débrief, et ça, c'était assez énorme. Bah justement, pour l'an prochain, Kevin, parce que les Browns, ils ont aussi une drôle de situation au poste de quarterback. On a appris cette semaine que Deshaun Watson va revenir en 2026, mais il va revenir en tant que titulaire ou remplaçant de Shedeur Sanders. Et est-ce que tu penses que celui qui va coiffer les deux, les deux joueurs au poteau, c'est Dion Gabriel? En gros, dans la course à 3, qui va être titulaire la saison prochaine pour toi? Ah, je trouverais ça extrêmement ironique de le voir s'asseoir sur le banc avec son gros salaire et toutes les affaires extrasportives qui l'entourent, ça serait extrêmement drôle, mais non. Au prix où il est payé, il va être titulaire en semaine 1. Alors peut-être qu'il finira la saison sur le banc, mais je pense pas que les Browns ont le choix par rapport au fait de le mettre titulaire en première semaine. Donc, tu parles d'Eshaun Watson, hein, évidemment, Deshaun hein, Watson, bien sûr. titulaire, hein, ouais, titulaire, et peut-être numéro 2 Sanders ou Dion Gabriel, ou numéro 3 bon bref. En tout cas, la situation pour ce quarterback des Browns va nous animer l'intersaison comme chaque intersaison depuis un bon bout de temps, Kevin. Est-ce qu'on a fait le tour de nos rookies, Kevin, Oui. pour le thème de la semaine? Eh ben, on a fait le tour et c'est ainsi qu'on va clôturer donc notre premier bilan de la QV des rookies NFL 2025.